Bon, allons-y. Donc, je me présente. Mon nom est Stéphane Rechold. Je suis le directeur de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, qui est le regroupement des organismes d'accueil et d'intégration au Québec. Donc, on m'a demandé d'animer ce panel avec des présentatrices et présentateurs très diversifiés géographiquement et aussi au niveau professionnel. Donc, ça va être très intéressant. Alors, nous allons parler des nouveaux modes d'immigration au Canada. Le nombre, on sait tous que le nombre de résidents temporaires avec des statuts temporaires au Canada a considérablement augmenté au cours des dernières années, notamment les étudiants étrangers, les travailleurs temporaires, les demandeurs d'asile et les personnes arrivant par le biais de l'autorisation de voyage d'urgence pour les Ukrainiens. Alors, on présume que la majorité des personnes à statut temporaire souhaitent rester au Canada, donc en tant que candidat à l'immigration. Un certain nombre de programmes de transition de leur statut temporaire vers la résidence permanente ont été créés au Canada et au Québec aussi. Cette séance plénière abordera la portée et la nature de cette résidence temporaire et de l'immigration en 2 étapes, qui est quand même nouveau si on regarde les dernières décennies. Certaines des conséquences et des innovations ont été mises en œuvre pour relever les défis et soutenir les résidents temporaires au Canada et ceux qui sont en transition vers la résidence permanente. Donc, on va commencer tout de suite. Je vous présente Uttara Chauhan, qui est directrice générale de la Direction générale pour l'établissement des arrivées massives à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Alors, Uttara, tu as 15 minutes. Merci beaucoup, Stéphane. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente de participer à cette séance plénière et c'est avec grand plaisir que je partage l'estrade avec Stéphane, Will, Daniel et Sonia à ma toute première conférence Voix vers la prospérité. Un grand merci à nos co-chairs Vicky et Katie pour l'invitation pour organiser cet événement. Il s'agit d'une tribune vraiment importante qui rassemble un large éventail de personnes chargées de promouvoir l'intégration des nouveaux arrivants et des minorités au Canada. Aujourd'hui, je vous ferai part des mesures que nous prenons actuellement pour soutenir les personnes qui sont à la recherche d'un refuge sûr en raison de l'invasion de l'Ukraine. Je me concentrerai sur ce que nous savons sur nos clients qui sont arrivés depuis mars 2022 dans le cadre de l'autorisation de voyage d'urgence de Canada-Ukraine. Nous considérons que l'autorisation est une nouvelle approche en matière d'immigration afin de répondre à une crise mondiale. J'espère que vous aimez les chiffres parce que j'en ai beaucoup aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais vous parler brièvement de notre travail de réponse aux crises internationales et vous partager quelques réflexions sur l'avenir. As you know, IRCC has lived through a number. Comme vous savez, l'IRCC a traversé plusieurs crises à travers les dernières années. Nous avons reçu des réfugiés syriens, afghans, ukrainiens. Nos réponses à ces crises ont varié. Des exemples, par exemple, en 2016-2017, comme vous vous rappelez, le Canada a réinstallé 25 000 réfugiés sur une période de 100 jours. Et aujourd'hui, jusqu'à ce jour, 47 000 Syriens sont arrivés au Canada. Au cours des 2 dernières années, des mesures spéciales ont été développées pour l'Afghanistan. Récemment, je suis fière de dire que le Canada a accueilli plus de 40 000 réfugiés afghans.
La plupart ont été établis en tant que RPG ou PSP. Le travail n'est pas terminé et nous continuerons à soutenir les clients qui ont des candidatures actives. En 2022, le programme temporaire a été lancé et tire profit des processus de délivrance de visa qui existent actuellement. Ça permet aussi aux gens de rentrer chez eux. Aujourd'hui, au-dessus de 200 000 Ukrainiens sont arrivés au Canada et ont reçu des soutiens non seulement de la part du gouvernement canadien, mais de la part de tous les niveaux de gouvernement, de fournisseurs de services, ainsi que de beaucoup des organismes qui sont représentés aujourd'hui ici. Vendredi dernier, nous avons ouvert une nouvelle voie humanitaire pour adresser la migration à travers les Amériques. Plusieurs approches ont été prises pour répondre à la crise, mais il y a des principes et des valeurs de base. Je dois dire aussi qu'il y a toujours des éléments de diplomatie et des éléments géopolitiques qui forment notre réponse. En tant que ministère, nous sommes conscients des questions sur l'équité de nos réponses. Comme le sous-ministre, la sous-ministre l'a peut-être dit ce matin, le 1er octobre, nous avons sorti un rapport sur l'immigration. Une des recommandations de ce rapport était le besoin d'un cadre de réponse pour les crises basé sur les leçons apprises en Ukraine, au Soudan, en Afghanistan. L'IRCC va explorer des façons de mieux répondre aux crises humanitaires. Dans le cadre de ce nouveau cadre, nous allons regarder notre boîte à outils pour s'assurer que nos programmes sont construits de façon à pouvoir répondre aux crises de façon transparente, basée sur des données probantes et soutenables. Nous considérons aussi de voir comment nous allons soutenir les crises dans le futur. Nous avons des équipes qui pourront développer une boîte à outils pour nos partenaires. Nous en sommes aux premières étapes et travaillerons avec beaucoup de partenaires. Alors, de retour à l'Ukraine, d'intervention face à la crise en Ukraine. Comme le montrent les statistiques, nous avons reçu un très grand nombre de demandes et nous avons admis 200 000 clients à titre de résidents temporaires. Le mois dernier, IRCC a annoncé une nouvelle voie d'accès à la résidence permanente pour les ressortissants ukrainiens, dont un membre de la famille est citoyen canadien ou résident permanent au Canada. So what do we know so far about Ukrainians who arrived? Que savons-nous à ce jour à propos des Ukrainiens qui sont arrivés au Canada? Plus de 100 000 personnes ont eu accès à des services langagiers, d'emploi entre avril 2022 et juillet 2023. 200 000 personnes ont reçu des paiements d'allocation pour un total de 533 millions de dollars. Et au-dessus de 30 000 clients ont reçu de l'aide au logement, qui s'est allé jusqu'à 14 nuits. En termes d'arrivée, que les détenteurs de visas accordés au titre de l'autorisation sont moins nombreux à arriver au Canada chaque mois par rapport à la même période de l'année dernière. Les arrivées représentent environ 70% des arrivées de l'année dernière. So, on this slide, Donc, cette diapositive montre vraiment un aperçu des clients qui sont arrivés au Canada entre mars et décembre 2022.
Lorsque nous avons fait une évaluation rapide, nous avons colligé les données sur 10 caractéristiques pour faire des profils. Nous notons donc que la moitié des plus de la moitié sont des femmes. Un quart ont moins de 20 ans. On regarde donc une cohorte jeune. 91% ont déclaré connaître l'anglais. 2% ont dit connaître le français. 88% s'identifiaient comme blancs. 45% sont titulaires d'une maîtrise. 4% avaient un permis d'études. Cette évaluation nous a aussi donné l'information sur les résultats de l'établissement des gens qui étaient arrivés dès décembre 2022. Bien qu'il reflète un moment dans le temps, ça reflète quand même une tendance. Comme on voit ici, 54% habitent en Ontario ou en Alberta. 71% ont déclaré qu'ils louaient un appartement ou une maison. Plus de la moitié ont accédé à au moins un service d'établissement financé par IRCC. 71% ont déclaré travailler, donc 82% en temps plein. 91% envisageaient devenir des résidents permanents. Et je dirais deux choses ici. Nous avons entendu de la part d'experts que ce dernier point de données doit être contextualisé. Étant donné que le conflit est encore en cours en Ukraine. Nous avons de l'information anecdotique concernant la migration circulaire de ces clients nous avons entendu parler que le gouvernement ukrainien désire retrouver ses citoyens pour participer à la reconstruction du pays lorsque la guerre sera terminée. Donc, les données que je viens de vous montrer ont déjà à peu près 1 an. Voici des données encore plus récentes basées sur une étude menée en octobre 2023 en partenariat avec... Et voici ce que nous avons su. Taille moyenne des ménages, 2,6. 68% des répondants ont entre 18 et 64 ans. 29% n'ont aucune connaissance de l'anglais. 79 ont intégré la main-d'œuvre. Et pour 82% des gens, ça a pris moins de 3 mois pour trouver un emploi. Donc, on peut voir des différences, mais aussi des similarités entre les deux périodes. C'était beaucoup de chiffres. Et c'est ce qui conclut mon aperçu des clients liés à l'autorisation au Canada. Ce que nous savons du parcours de nos clients jusqu'à présent aide le ministère à réfléchir sur le fonctionnement de nos programmes et sur nos attentes à l'avenir. Au cours des prochains mois, nous continuerons à faciliter l'arrivée des titulaires d'autorisation ainsi que leur accès à des services d'établissement. Nous nous attendons à une augmentation du nombre d'arrivées à mesure que nous approchons de la fin des mesures spéciales en mars 2024. Et nous travaillons avec nos partenaires pour nous y préparer. L'autorisation était une nouvelle approche adoptée pour répondre à une crise internationale au moyen de mesures d'immigration temporaire. Nous en tiendrons compte en faisant le point sur les leçons apprises et en réfléchissant aux manières de répondre aux futures crises mondiales et aux arrivées massives. Et avec ça, je vous remercie. Merci beaucoup.
Parfait, merci beaucoup Tara. On a gagné 2 minutes, c'est là, on va en profiter. Alors oui, je vous ai pas dit, il y aura la possibilité de poser des questions. Il y a des réponses et questions, questions et réponses à la fin des 4 présentations. Donc on va tout de suite passer à Will Tao, qui est avocat spécialisé en immigration et réfugiés au Canada, au Heron Law Offices à Vancouver. Et sa présentation portera sur, s'intitule « Disparaître dans la nature, repenser un système pour ceux qui ne réussissent pas ou choisissent de ne pas réussir ». Will, la parole est à toi. 15 minutes. Je veux d'abord remercier la conférence pour son invitation. Je suis content de venir parler de ma perspective qui est différente. Je veux aussi reconnaître le fait que je suis un colon sur cette terre, des terres non cédées autochtones. Comme vous voyez à travers le titre de ma présentation, c'est qu'il a changé. Une des raisons pour lesquelles ça a changé est que j'ai essayé de prendre en compte la perspective de mes clients, ceux qui n'ont pas de statut, qui ont un statut précaire. Et ça m'a amené à cette idée de l'oxygène. Qui donne l'oxygène? Qui en prend? Et je vais rajouter un bénéfice, et je parle pour moi-même et personne d'autre. Donc, je dirais vraiment ma pensée. Je n'ai aucune réserve pour ce faire. Donc, on va commencer en pensant au-delà des 2 étapes de l'immigration. J'en parlerai en tant que comme une ascension de l'Everest. Et puis, je parlerai après d'une métaphore que j'ai prise d'un livre de John Krakauer. Et je terminerai avec cette question, quel est notre oxygène? Je ne pourrai pas répondre à toutes les questions, mais je suis disponible dans d'autres espaces pour converser avec vous. Alors, mon approche est une approche critique. C'est un contre-récit. Je remets en question l'approche purement basée sur les données. J'ai fait mes propres études dans le cadre de ma maîtrise en droit. Et si on regarde, j'ai travaillé aussi sur des données autour de la pandémie. J'ai vu, et lorsque j'ai regardé les données plus en profondeur, on voyait que c'était plus haut avant la pandémie. Et bon, ces statistiques vont peut-être passer inaperçues lorsqu'on regarde le portrait global. J'ai pris une approche ethnographique accidentelle aussi, et je remercie la docteure Lisa Brunner de m'en avoir parlé. J'ai des moments très difficiles avec mes clients. Avoir le scénario qui veut que trop de résidents temporaires prennent les ressources, il n'y a pas assez de place. Et j'espère commencer à y penser d'une façon différente. Et voici. Bon, je n'ai pas encore fait mon codage et mes consultations, mais je vais déjà présenter ce que j'ai. Je vais vous montrer ici aussi mes qualifications, comme tous les avocats doivent le faire. Le point de départ est cette question du système de 2 étapes. L'idée qu'il y a des avantages à ce type de migration, et comme Lisa a écrit dans notre publication, ce n'est pas juste un phénomène canadien, c'est une idée connue de l'immigrant qui s'essaye. À la fin, ce sont les clients qui reçoivent l'abus de l'externe, de l'interne. Et cette idée des 2 étapes est si conditionnée dans l'expérience de nos clients. Mais je vois aussi les données comme limitant notre façon de comprendre. Nous savons qu'il y a un triangle
un entonnoir, il n'y a pas assez d'espace, on en a parlé beaucoup dans les médias. Je ne remets pas en cause cela, mais il y a une causation médiatique où des portraits se brossent, voulant que les immigrants sont la cause de tout problème. Et ce n'est pas reflété dans les données. Et on regarde globalement, mais on ne regarde pas les éléments de données qui sont soit pas recueillis, soit peu recueillis. Et j'ai entendu un peu aujourd'hui, mais en termes de race, de religion, ces choses n'ont pas été capturées dans les collectes de données. Et sans cela, on ne peut pas avoir un portrait complet. Donc, ce que j'espère faire, et ça le montre, on le voit ici, c'est qu'on s'est tourné vers des données de l'opinion publique en tant que pour avoir la perspective sur l'immigration. Mais qu'est-ce que le public sait de l'immigration pour se positionner ainsi et diriger le gouvernement? Alors oui, je crois que les données, c'est une bonne chose, mais qu'elles doivent être aussi complémentées par des récits et l'expérience vécue des gens. Ma critique d'une perspective pratique, bon, il y a une simplification excessive, elle ne raconte pas toute l'histoire et je pense que ça crée aussi des métaphores qui sont inutiles comme le Canada, comme Harvard, l'échelle à deux. Mais encore une fois, on a la métaphore du sport qui revient souvent. On voit les essais pour faire partie d'une équipe, les mettre à l'essai. Donc, du point de vue de mon client, je peux vous dire que c'est pas du tout du sport et c'est douloureux, c'est difficile. C'est laborieux, il y a des considérations de santé, donc il faut faire attention à l'utilisation des récits, des comparaisons qui sont liées au sport. Donc, ce que je suggère, en fait, c'est de recadrer la poche en deux étapes, donc en utilisant l'ascension de l'Everest. Donc, il y a des étapes en chemin, obtenir un permis, entrer au Canada. Par exemple, si on regarde les permis d'études qui sont donnés à l'entrée au Canada, par exemple, dépendamment aussi du pays de citoyenneté. Et on prend en considération, on prend pour acquis qu'il y a des gens qui veulent ne pas atteindre le sommet. Et même si on veut atteindre le sommet qui est devenir un résident permanent, certains ne veulent pas rester finalement. Donc, ça peut être difficile d'être un citoyen en transition, perçu comme un citoyen en transition. Donc, ça met en doute un peu le modèle traditionnel en deux étapes. Donc, ici, je ne peux pas le manipuler, c'est en 3 dimensions, mais dépendamment de comment on le tourne, il y a différentes racines qui arrivent au sommet. Si on part de gauche, on a une crevasse, on a un sommet, on monte, on descend. Je pense que ça ressemble davantage à l'expérience d'immigration de mes clients. Il y a différents trajets, différents parcours et différents programmes. Ce que je vois, ce sont des petits sommets, en fait, qui sont des jalons qui nous permettent, en fait, de se rendre à la résidence permanente. Et si on revient à l'idée de l'échelle et des serpents et des échelles, je pense que ça peut être une métaphore. Donc, bon, l'expérience peut se terminer, ils arrivent repartent à la case de départ. Donc, il y a toutes sortes de facteurs externes. L'idée, ce n'est pas nécessairement de progresser d'un à deux, mais du point de vue du demandeur, il y a beaucoup d'étapes à franchir avant d'atteindre le sommet de l'Everest. Donc, ça nous amène au livre « La tragédie à l'Everest ». Donc, ce qui arrive dans ce livre, c'est qu'il y avait trop de gens sur la montagne, trop d'alpinistes, beaucoup sans expérience, différentes compagnies en compétition, choix d'utilisation d'oxygène. Et certains ont décidé de ne pas l'utiliser, l'oxygène. Et à un moment donné, il y a une tempête majeure qui a frappé
Je ne sais pas s'il va en avoir une à 7 heures ce soir. Il faut regarder aussi la météo ce soir en sortant. Et ce qui est arrivé, c'est que cette tempête a fauché, en fait, bloqué plusieurs personnes sur le chemin. Bon, je ne veux pas que ça devienne une présentation morbide, mais je pense qu'on ne peut pas ignorer les rapports dans les médias qu'on entend au niveau des suicides, des questions de santé mentale, les problèmes de santé mentale auxquels font face nos clients. Donc, on ne peut pas non plus cacher ça sous le tapis, mais je peux vous dire comme praticien que 60-70 de mes clients vont vivre des difficultés comme ça. Et peut-être 60-70 de mes clients vont parler de problèmes de santé mentale. Donc, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de sortir son mouchoir, là. Et c'est qu'ils ont peur de cette tempête qui est à veille de les frapper. Donc, il me reste 5 minutes, d'accord. Je voulais brièvement parler de quelques expériences de ceux qui ont participé à notre ascension de l'Everest. Ça peut être chercher un emploi après les études ou le travail sur des permis liés aux employeurs donnés. Mais il y a des gens qui aussi font face à des pertes d'emploi, à des demandes de prolongation, à du chômage, sous-emploi, des problèmes familiaux, et ça continue, ça continue. Et on a parlé aussi des différents obstacles auxquels les gens doivent faire face. Et il y a aussi les délais, en fait, qui deviennent une normalité au niveau de l'établissement à cause d'outils qui font, par exemple, qui prennent des décisions de manière automatique. Il y a des gens qui font face à des délais qui dépassent plusieurs années. Donc, c'est vraiment insoutenable. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire pour notre régime d'assistance actuel? Donc, les groupes privilégiés sont escortés jusqu'au sommet. Il y a des programmes pilotes sans fin qui cherchent à innover, mais à quel prix pour les structures et les processus existants? L'établissement se concentre davantage sur la descente de la montagne. Donc, il y a des problèmes de financement. Il y a des gens qui arrivent non seulement comme résidents permanents, mais comment on peut aider aussi les migrants à aider les migrants et aussi éviter de les mettre les gens directement en concurrence. Et il y a le problème des ressources. Beaucoup de problèmes dans le régime d'assistance actuel. Donc, ça crée un goulot d'étranglement vers le sommet. Donc, en ce moment, il y a combien de permis sont délivrés pour l'ascension du mont Everest? On a la question de la croissance de la population. Et bien, je pense qu'il y a vraiment une tempête politique qui va émerger aussi. Et souvent, les gens qui se sont rendus au sommet et qui ont les connaissances, est-ce qu'ils ont l'expérience nécessaire pour aider? Pour beaucoup d'immigrants, en fait, c'est un emploi de survie pour assurer leur survie, finalement. Et il faut vraiment regarder aussi les services, la fourniture des services dans le contexte colonial canadien aussi. Voici où nous en sommes. Je pense qu'il y a les tiers partis aussi, le rôle des tierces parties cherchant à faire du profit, les recruteurs, consultants en éducation, consultants en immigration, avocats, employeurs, gouvernement aussi. Donc, tous ces gens jouent un rôle aussi. Et ce que je vois, c'est vraiment une tempête. On voit donc l'évolution de l'opinion publique sur l'immigration canadienne, les gens qui sont incapables d'entrer au Canada, souvent des membres de la famille. Souvent, ils sont arrêtés à la frontière. L'utilisation croissante de la technologie qui automatise la sélection des immigrants et crée des retards et le manque de recours. Pour ma dernière minute, j'aimerais parler de quel est notre oxygène, où est notre oxygène. Je pense que je vais vous laisser sur cette note. On a besoin d'oxygène, mais quelle est la source de cet oxygène? En ce moment, je pense qu'on ostracise notre système et on voit
aussi de l'innovation. Il y a il y a des gens qui veulent créer un consensus, d'amener davantage. Si on veut amener plus d'immigrants, ce sont des choses à regarder. Et il faut aussi penser à notre position personnelle, comment nous, on fait partie de ce processus d'industrialisation. Et il y a beaucoup de gens sur l'Everest, il y a des gens qui sont réfugiés, qui n'ont pas envie d'être ici. Ils ont voulu quitter les souffrances et les difficultés de leur pays ou la mort même. Mais comment on peut faciliter, aider ces gens à faire cette ascension qu'ils ont peut-être jamais voulu faire finalement? Et comment on va faire dans les prochaines années? Comment on va cadrer les choses dans les prochaines années? Comment on peut mieux humaniser aussi ce parcours qui est l'immigration? Merci beaucoup, Will. Très belle métaphore. Moi, je rajouterais un 5e camp, trouver un logement, en fait. Mais I said I put a 5th camp to find housing. Yeah. Alors, on va poursuivre donc avec Danielle Bélanger, qui est professeure à l'Université de Laval, à Québec, et directrice de la chaire de recherche du Canada sur les dynamiques migratoires mondiales. Et elle va nous parler de la forteresse résidence permanente, l'inclusion difficile des résidents temporaires au Québec. Merci. À toi la parole, Danielle. Merci Stéphane pour la présentation et je remercie beaucoup Voix vers la prospérité pour l'invitation à participer à ce panel. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici. Et j'ai préparé ma présentation en anglais. Je suis du Québec, mais j'ai travaillé longtemps en Ontario. This presentation will really follow on Will's argument that there are some issues that we need to think about when we look at this two-step migration regime. So I'm interested in the consequences of this from a sociological point of view on both migrants, candidates to PR, and service providers and other actors. So in late September of this year, Statistics Canada released data on temporary immigrants in Canada. So this was a big shock to many people, although researchers and people on the ground have noticed this shift a long time ago. But it was unveiled that there were over 2 million temporary immigrants in Canada, and that this number had increased dramatically since 2021. So that's the top part of the figure. At the bottom, you see figures for the province of Quebec. As of July. En bas, vous voyez les chiffres pour la province de Québec. On voit qu'il y a un demi-million d'immigrants temporaires. Donc, on est très loin du 50 000 nouveaux immigrants qui sont annoncés par le gouvernement et dont le sous-ministre Dagenet nous a parlé hier. Si on regarde donc on voit ici qu'il y a une minorité. Et cet exercice a été fait ici pour 2019, alors que 28 % qui ont été admis, c'était des nouvelles admissions. C'est quelque chose auquel il faut vraiment penser et c'est important pour la suite. On parle d'organisations qui offrent des services sur le terrain. Et on sait que la plupart des ressources sont offertes aux résidents permanents. Et ici, c'est encore plus important, comme on l'a vu hier, la présentation de l'IRCC. Environ 40 % des nouveaux résidents permanents étaient temporaires auparavant. Et en 2019, au Québec, c'était 86 % par le biais du programme d'expérience québécoise. Et on peut dire, en fait, que c'est un processus à plusieurs étapes. Il y a toute une complexité à ce parcours. Et on peut le voir au quotidien.
Mes collègues et moi avons travaillé sur des données pour identifier les trajectoires migratoires chez les immigrants temporaires. Certains vont recevoir la résidence permanente et d'autres non. Donc, avant de faire la transition ou de faire une demande pour la transition, il y a toutes sortes de transitions qui surgissent et qui ne sont pas bien documentées et qui ont besoin d'être documentées. La question de la précarité chez les travailleurs étrangers temporaires, peu importe que ce soit des étudiants internationaux, employés temporaires. Donc, c'est bien documenté, particulièrement chez ceux qui occupent des emplois peu rémunérés. Donc, mes collègues et moi avons fait une étude quantitative. Nous avons trouvé, et ça c'est important, que toutes choses étant égales, si on regarde toutes les qualifications, peu importe la qualité, les travailleurs temporaires travaillaient plus et gagnaient moins que les résidents permanents récents ou qui sont ici depuis longtemps. Donc ça, c'est un résultat qui est très important pour nous et ça nous donne la preuve et que ça confirme que le statut temporaire est un marqueur d'inégalité dans la société canadienne. Une autre page de l'histoire est arrivée en 2020 lorsque le gouvernement du Québec a annoncé une réforme du programme de l'expérience québécoise. L'objectif était de réduire l'accès à ce programme à ceux qui vivent et étudient au Québec sur un statut temporaire. Les restrictions des critères, donc il y avait des demandes qui prenaient plus de temps à être traitées. Comme on le voit ici dans une photo publiée dans les médias pour vérifier si cette réforme était basée sur les données probantes. On a analysé les différents résultats du marché du travail et on les a comparés avec le programme d'expérience canadienne et ceux qui y entraient au Canada comme résidents permanents ou non. Nos résultats ont indiqué que ceux qui se qualifiaient pour l'expérience québécoise, le programme d'expérience québécoise, faisaient très bien en ce qui a trait au taux d'emploi. On peut seulement conclure que la réforme n'était pas basée sur les données probantes. Le programme fonctionnait bien et ceux qui faisaient partie du programme avaient d'excellents résultats. Donc, depuis 2020, depuis que la réforme a été mise en place, même s'il y avait beaucoup d'opposition, on sait qu'il y a eu un grand déclin chez les diplômés qui ont fait une demande de résidence permanente. La sous-ministre a expliqué comment le gouvernement a lancé une nouvelle réforme du programme. Avec cette réforme, le gouvernement recule, en fait, et rendant l'accès à des résidents permanents plus difficile pour les non-francophones. Donc, avec un nouveau critère linguistique pour les permis de travail. Maintenant, si on va au-delà des résultats quantitatifs, on a posé la question quelle est l'expérience vers cette transition au Québec? Aujourd'hui, il y a eu une présentation de l'IRCC sur cette question, sur les immigrants francophones à l'extérieur du Québec. Comme nous savons, le Québec a une situation particulière au Canada. Le Québec a le droit de choisir ses propres immigrants. Pour les immigrants au Québec, cela veut dire que le processus d'obtention de la résidence permanente doit d'abord rencontrer les critères provinciaux. Ces étapes passent par l'obtention du certificat de citoyenneté du Québec. Et avec le fédéral, ça crée aussi de très longs délais au niveau des demandes. Donc, ça veut dire que les délais de traitement ne prennent pas en considération tout le travail que les gens doivent faire avant même de faire une demande de résidence permanente.
Donc, cette idée de se rendre à la salle d'attente, finalement, est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Et depuis 2010, les critères de présélection provinciaux, on en parlait dans la précédente présentation. Les gens ont travaillé vraiment fort pour se qualifier et un beau jour, ils peuvent être exclus du processus et doivent retourner à la case départ. Donc, ça revient encore au jeu de serpent et d'échelle. Un des exemples, c'est le niveau de compétences qui est requis pour avoir accès au Québec. En 2018, c'était seulement ceux qui occupaient des emplois qualifiés. En fait, 2018-2020, c'était tout le monde. Et ensuite, ça a été restreint. Maintenant, c'est seulement ceux qui ont les migrants qui occupent des postes hautement qualifiés. Donc, en plus de toutes ces étapes, les candidats au Québec doivent aussi obtenir depuis 2020 une attestation qu'ils ont appris ils ont fait de la formation sur les valeurs démocratiques au Québec. Et donc, ça ajoute encore une exigence et un obstacle dans ce processus qui est complexe. Alors, comment ça va dans le temps? Vous avez vu des rapports dans les médias sur les délais de traitement qui sont plus longs pour ceux qui font une demande de résidence permanente au Québec que partout qu'ailleurs au Canada, et comment cela influence en fait les gens qui veulent faire leur demande ici, des gens qui vont peut-être quitter le Québec et revenir au Québec par la suite. Donc, ça donne pas beaucoup d'oxygène aux gens. En plus de toutes les étapes bureaucratiques qu'ils doivent franchir pour officialiser leur statut et obtenir leurs droits sociaux. Ce que nous avons vu aussi, malheureusement, c'est que lorsqu'ils sont critiqués sur les délais de traitement, les gouvernements provinciaux et fédéral et provinciaux s'accusent mutuellement l'un l'autre sur les délais bureaucratiques. Donc, cela illustre comment la gouvernance multiple peut affecter le processus d'immigration. Donc, ça aussi influence vraiment leur expérience d'immigration. Donc, on parle donc de ce processus à différentes échelles et comment leurs vies sont non seulement affectées, mais comment les gens doivent changer leur parcours de vie pour répondre aux critères, finalement. Donc, c'est un processus qui est difficile que l'obtention de la résidence permanente. Donc, l'effet de ces trajectoires complexes et administratives requiert le conseil d'experts, et ça crée vraiment aussi tout un fardeau pour les organismes communautaires. Il y a un fournisseur de services dans la région du Québec qui a documenté, qui a parlé de sentiments de désespoir chez ces organisations pour ceux qui veulent aider les immigrants dans leur parcours, alors que souvent, très souvent, le gouvernement peut offrir un certain nombre de financements au niveau de la formation linguistique notamment, mais c'est loin d'être suffisant en regard de tous les besoins urgents. Donc, la transition vers la résidence permanente pour ceux qui ne sont pas admissibles requiert énormément de stress, donc va chercher beaucoup de stress chez les gens. Donc, les fournisseurs de services parlent d'un besoin de changer le paradigme pour s'assurer qu'ils vont pas toujours aller au-delà de leur mandat, et ils peuvent aider les résidents permanents dans les communautés. Ça crée tellement, en fait, de pression sur eux que ça a un effet de domino sur tous les services qu'ils offrent finalement.
Voici le rapport dont je voulais vous parler sur le besoin d'aider les immigrants temporaires. Et maintenant, vers où se tourner si on veut aider nos clients? Ça peut être des avocats parfois, mais très souvent, ça va être les gens vont aller voir le bureau de leur député local, en fait. On voit ici que les aides qui sont fournies justement dans les bureaux des députés sont en augmentation. Dans le titre, on a fait une comparaison entre les salles d'urgence et l'immigration. Donc, pourquoi est-ce que les différentes parties prenantes, les avocats et d'autres consultants les abordent? Donc, on leur demande pourquoi les gens viennent vous voir. Souvent, c'est l'aide vers la transition vers la résidence permanente, des problèmes liés à la regroupement familial, visa de résidence temporaire, permis de travail, permis d'études. Donc, ce sont des informations que nous avons reçues. En conclusion, j'aimerais dire que toutes les tendances et résultats que j'ai partagés avec vous aujourd'hui nous indiquent qu'il faut reconnaître donc ces tendances dans le contexte canadien et parler de ce régime à plusieurs étapes qui est un fardeau en fait pour tout le monde. Alors pourquoi et que pouvons-nous faire? Donc Fortress PR est vraiment un problème qui nous affecte tous. Donc vous avez, si vous voulez avoir plus de renseignements, de détails, vous pouvez me contacter. Merci. On conclut que même si au Québec, on prend un autre chemin pour monter sur l'Everest, c'est tout aussi douloureux. Alors, une quatrième présentation de Sonia Knudsen, qui est directrice du bureau de l'internationalisation à l'Université Mémorial à Terre-Neuve, à Saint-Jean. Alors, elle va parler les voies vers la résidence permanente des étudiants étrangers, naviguer entre les attentes et les réalités du terrain. Merci Stéphane et mes collègues ici. I've been at Memorial since the late 19 Je suis à Mémorial depuis la fin des années 1990 et maintenant je travaille dans la faculté d'éducation et je voudrais reconnaître que nous travaillons sur des terres non cédées et des terres ancestrales des Mi'kmaq, biotiques, des Inuits et des Inuits. Mémorial est la seule université dans la province de Terre-Neuve. Je ne sais pas si vous le saviez, on est le seul établissement universitaire et on a une responsabilité provinciale à chaque année. En fait, dans les dernières années, on a fait face à des restrictions budgétaires, donc ça fait partie vraiment de notre histoire. Donc, et ça explique pourquoi nous faisons partie du parcours des étudiants. Donc, comme plusieurs, mon bureau, je m'occupe de plusieurs milliers d'étudiants. J'envoie plusieurs centaines d'étudiants à l'étranger chaque année. Donc, c'est le travail du Bureau international, mais je viens aussi du secteur de l'établissement. Je travaillais à l'Association pour les Nouveaux Canadiens il y a plusieurs années et ce travail m'a vraiment aidé, m'a éclairé en plus de mon travail d'enseignante. Donc, c'est la perspective de laquelle j'ai établi mon bureau, en fait, et comment aussi je choisis mes employés. Alors que je travaille avec ce budget qui est restreint, de plus en plus restreint, pour soutenir vraiment les objectifs nationaux et provinciaux. Donc aujourd'hui, je ne vous parlerai pas des parcours en tant que tels, mais je vous parlerai de ma propre expérience, de ma propre perspective, des tensions auxquelles nous faisons face dans les bureaux internationaux un peu partout au pays et l'importance de préparer les étudiants internationaux à la rétention aussi.
et pour pouvoir les garder au pays après leurs études. Pour que vous sachiez, donc, l'internationalisation des études postsecondaires, donc, c'est un domaine en soi, en fait, et je voulais vous donner une idée de ce que c'est l'éducation internationale. Il y a une tension, en fait, entre l'immigration et l'éducation internationale. Je sens cette tension. Je vais parler un peu des logiques derrière l'éducation internationale et peut-être vous parler un peu de l'histoire aussi de l'éducation internationale. En fait, on aura un portrait de la situation actuelle. On parlera des attentes des élèves et des réalités du terrain. Et ensuite, on parlera de l'équilibre de ces deux logiques dans ces établissements. Just really quick. Donc, rapidement, Jade Knight, qui est canadienne, a vraiment développé les définitions de l'internationalisation. Donc, par ces 4 piliers, universitaire, économique, politique, social, culturel, d'autres logiques peuvent être des sous-catégories de ces grands thèmes. Donc, pour nous, c'est primairement académique. On doit réfléchir à comment on l'utilise pour améliorer l'enseignement et la compréhension internationale. On devrait y penser aussi en termes des aspects politiques, du contexte universitaire, politique avec un P minuscule, renforcer les capacités institutionnelles, accroître la sensibilisation, le pilier social, culturel, et pour préparer les étudiants à la citoyenneté mondiale, prendre leur place dans le monde et nous l'espérons aussi au sein des classes, s'assurer que les interactions se font entre gens qui viennent de différents endroits, même si c'est un défi. Et le pilier économique, c'est-à-dire générer une croissance économique, augmenter les revenus, améliorer la compétitivité, préparer la main-d'œuvre. C'est là où se classe l'immigration. On ne voit pas beaucoup au niveau de l'université, des autres aspects de l'éducation internationale. Nous trouvons que l'impératif économique domine en ce moment. Mais voici un aperçu de notre fonction. Voici la raison pour laquelle nous existons en tant que domaine, pour accomplir ces choses. Donc, très rapidement, l'éducation internationale au Canada a commencé autour des années 50 à travers des projets de construction de capacité, amener des étudiants ici, les former, les ramener à leur pays. Donc, c'est autour de 1905, dans les années 50, que le premier bureau pour étudiants étrangers a été créé à l'Université de Toronto. Et ça a continué avec de nouveaux bureaux qui se sont ouverts pour soutenir l'écriture de rapports commandés par les agences. Et puis, donc, on a vu des bureaux apparaître sur tous les campus. Et dans les années 90, on a vu une phase d'organisation. Puis, la plupart des institutions ont centralisé les activités au sein d'un organe de coordination unique ou interunité. Ça a commencé dans les années 90. Dans les années 2000, on voit qu'il y a des changements au niveau des frais de scolarité. En 2014, beaucoup de marketing. Donc, nous avons pris part à ces discussions. Nous avons espéré voir un équilibre entre les piliers sociaux, culturels, économiques au sein de cette stratégie, mais on a vraiment vu une concentration économique. Après, on voit des changements de politique d'IRCC,
des trajectoires à la résidence permanente. D'une troisième stratégie, nous passons maintenant à la troisième. D'une deuxième stratégie, nous passons maintenant à la troisième. Et voici un aperçu de où nous en sommes aujourd'hui. L'image de marque du Canada en matière d'éducation, avec ses droits au travail généreux, ses voies d'accès à l'immigration, a suscité une forte croissance des inscriptions. Les changements de gouvernement, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, qui étaient nos compétiteurs, ont également joué en faveur du Canada. Et aujourd'hui, nous avons plus de 800 000 étudiants internationaux et ça va augmenter jusqu'à 1 million. C'est assez incroyable. Imaginez les campus, le bureau comme le mien qui ont 6 ou 7 employés. Nous avons vraiment beaucoup de problèmes. Considérant les quantités d'argent que les étudiants internationaux apportent, on en parle des fois comme étant plus précieux que le blé ou le bois au Canada. Mais quelles sont les attentes des étudiants étrangers? Quand ils viennent ici, ils ne connaissent pas les trajectoires. Ils choisissent le Canada pour la sécurité, pour la qualité de l'éducation, pour l'abordabilité et pour les opportunités d'emploi. Voici les raisons pour lesquelles les étudiants internationaux viennent à nous. Mais que se passe-t-il en réalité? Les choses ne fonctionnent pas. On n'était pas préparés, nous n'avions pas les logements disponibles et on voit ça tout à travers le pays, l'explosion du nombre d'étudiants internationaux, le racisme, la discrimination à travers le pays, les étudiants internationaux qui font face à beaucoup d'insécurité, de l'insécurité face au logement exacerbé. Donc, pour des gens comme moi, ça ne s'arrête pas à moi. C'est à nous que les étudiants viennent lorsqu'ils n'ont pas de logement, mais nous ne les avons pas recrutés. Ils ont entendu cette rhétorique, ils avaient ce rêve, et ce rêve ne s'est pas réalisé ni arrimé à leur réalité. Les politiques se sont concentrées sur cette logique économique, attirer des revenus provenant des frais de scolarité, main-d'œuvre qualifiée. Il y a beaucoup de disparités selon les campus. Certains financements sont très faibles lorsqu'on parle de soutenir l'internationalisation, spécialement le volet académique, socioculturel. Les collèges, les universités ont besoin d'un budget pour pouvoir fournir les services qu'ils fournissent et ils ne peuvent pas l'allocation des budgets est très compliquée à ce niveau. Les gouvernements provinciaux, qui sont responsables de l'éducation, ont donné une permission tacite à la croissance des étudiants internationaux. L'IRCC continue à dire aux étudiants qu'ils ont besoin de 10 000 $ pour vivre au Canada. C'est ce qu'ils montrent. Et si on leur dit non, c'est 20 000, ils ne vont pas nous écouter. Donc, voilà aussi une erreur. Et nous savons que les étudiants internationaux sont vulnérables. Ce sont des jeunes vulnérables. Et parfois, ils arrivent même avec leur épouse et leurs enfants. Parfois, ils sont des personnes de couleur. Ils font face à de la discrimination. Selon l'analyse de Usher, peu d'attention a été accordée à l'adéquation entre les attentes des étudiants étrangers et leurs expériences vécues en matière de racisme, de logement et d'insécurité alimentaire. Et pour réitérer, le financement pour l'établissement des étudiants internationaux vient de l'institution elle-même. Nous n'obtenons pas de financement d'ailleurs. Et dans un cadre de coupure budgétaire, c'est un réel défi. Et finalement, je n'ai pas de conclusion heureuse, mais je ne vais pas vous laisser sur une note déprimante. J'espère que vous aurez de bonnes questions. Donc, mais comment équilibrer les logiques? J'y ai consacré ma thèse de doctorat. Quand
On parle seulement d'économie. Comment est-ce qu'on peut passer aux piliers sociaux, culturels? Oui, ça entraîne des coûts, ça ne contribue pas immédiatement à l'économie. Certainement, ce que je vois est qu'un cadre commun d'éthique pour le soutien des étudiants est important à bâtir, et même à travers nos organisations fêtières, nous ne détenons pas ça. Et je ne parle pas du cadre de l'IRCC, qui est très différent. Ça ne nous donne pas une approche commune au niveau de l'éthique, c'est-à-dire combien d'employés avons-nous besoin par milliers d'étudiants. Et donc cette approche, le développement professionnel, j'aurais bien aimé emmener toute mon équipe ici. Ils auraient bénéficié des très bonnes discussions que nous avons eues. C'est la première chose à faire lorsque les institutions coupent des budgets. Voilà, vous ne pouvez plus voyager. Le voyage est un privilège. Mais si mes employés n'ont pas l'occasion de réseauter et ils auront moins de passion, ils ne sauront pas à qui demander lorsqu'ils ont une question. Et donc, le développement professionnel me tient beaucoup à cœur et je trouve que c'est tragique que c'est la première chose qui se fait couper lors de coupures budgétaires. Lorsqu'on parle d'appartenance, nous avons besoin de comprendre ce concept de façon collective. Nous voulons que les employeurs fassent mieux aussi. Les étudiants internationaux passent la plupart de leur temps dans la classe, avec leurs professeurs, avec leurs employeurs aussi. Ils ne viennent pas souvent à mon bureau. Nous ne sommes pas amis, mais ils sont des milliers. Ils passent leur temps dans des endroits qui ne sont pas nécessairement sécuritaires pour eux. Nous avons besoin d'informations transparentes de la part de l'IRCC en ce qui a trait au coût de la vie. S'il reste quelqu'un de l'IRCC ici, j'aimerais beaucoup leur parler. Les communications avant l'arrivée, en particulier pour ceux qui viennent faire des diplômes professionnels. Il y a combien de gens qui sont venus faire une maîtrise en éducation, en ingénierie? Je les vois conduire des taxis. Ils pensaient qu'ils pouvaient avoir un permis d'enseigner avec une maîtrise. Et au Canada, bien sûr, ce n'est pas possible. Donc, cette communication avant l'arrivée sur les modalités d'immigration. Mais on ne peut pas, on n'a pas le droit de parler ouvertement d'immigration aux étudiants. On nous dit non, c'est l'éléphant dans la pièce. Nous avons besoin de gouvernements provinciaux plus impliqués, pas juste au niveau des stratégies d'immigration. Et je veux souligner la province du Saskatchewan qui a créé une stratégie qui inclut la formation de son secteur pour que tout le monde puisse être d'accord sur l'éthique de l'internationalisation. Donc, voilà mes pensées. Je vous remercie de votre attention. Je remercie mes collègues aussi pour leurs excellentes présentations. Avant de passer aux questions, on va regarder rapidement un très court vidéo du sponsor de notre panel, qui est l'Institut de la diversité. Le vidéo. Hop. L'Institut de la diversité crée et coordonne la recherche multidisciplinaire. En tant que leader en recherche de centres de compétences futures, carrefour de connexions entrepreneuriales, partenaire de l'écosystème du défi Canada 5030 du gouvernement, nous nous démarquons comme la ressource à consulter sur ce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas. Le résultat, pratiquer des programmes qui produisent des résultats concrets. Première législation au monde qui encourage la diversité et l'égalité, formation digitale et professionnelle pour les jeunes noirs et un carrefour d'entrepreneuriat pour les femmes et pour soutenir les immigrants. Contactez-nous
pour des programmes et des ressources en lien avec le pouvoir de l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, on va passer aux questions. Vous savez que vous pouvez vous connecter sur Slido et nous envoyer des questions. La première question s'adresse à toi au niveau de la réponse du Canada à l'invasion de la Russie en Ukraine. Est-ce que ça se dit? Comment? Ça marche? Oui? OK, mais si vous me permettez, je vais répondre en anglais. Non, mon cerveau court plus vite en anglais en ce moment. So, to that, Donc, c'est sûr que tout le monde y pense et je n'en dirai pas plus. Vous avez entendu notre ministre hier. Les décisions portant sur les événements internationaux de cette portée sont... Donc, le ministre a dit à ce moment qu'on doit soutenir Affaires Global Canada dans l'évacuation des citoyens canadiens et leurs familles, s'assurer qu'ils ont leurs documents pour sortir de là et que le gouvernement va continuer à surveiller la situation pour voir quel type de réponse est la meilleure. Et au niveau de l'immigration, je n'en rajouterai pas plus que ce que le ministre Miller a dit à ce groupe. Merci. Et une autre question, c'est au niveau des étudiants étrangers. Je ne sais pas si tu l'as lu. Je peux pas le voir. How can post-secondary institutions better leverage? Donc, comment les établissements postsecondaires peuvent mieux utiliser les énormes profits, écrits en majuscules, des frais de scolarité internationaux pour soutenir les étudiants qui arrivent dans les programmes? Merci pour cette question. En fait, les établissements d'enseignement postsecondaire pourraient financer davantage les bureaux de soutien aux étudiants étrangers, mais vous devez savoir qu'ils n'ont pas beaucoup de prise dans l'université, ces bureaux, en ce qui a trait aux finances des universités. On peut demander plus de financement, mais ça ne veut pas dire qu'on va toujours l'obtenir et l'argent peut aller ailleurs. Et en fait, l'argent va ailleurs. Comment peuvent-ils... En fait, ça prendrait une décision du Bureau des finances pour dédier davantage de fonds. Ça arrive lorsqu'il y a une crise, quelque chose qui se produit, mais quand les choses sont tranquilles, et ça va assez bien. Donc, on travaille tous très fort, mais les choses ne... Si on ne parle pas de problèmes particuliers dans les médias, on nous dit, bon, ils doivent gérer ça assez bien, quoi. Donc, oui, ça fait partie des décisions budgétaires de l'établissement et les bureaux qui soutiennent les étudiants sont assez plutôt au bas de la liste des priorités en ce qui a trait aux besoins des établissements. Il y a les infrastructures, les laboratoires, les différentes facultés, les salaires, le corps professoral. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en compétition pour ce même financement. Une autre question concernant l'Ukraine, l'arrivée, le programme ukrainien. How does Donc, comment garantissez-vous une réponse équitable de l'IRCC aux crises? On peut voir qu'il y a une réponse rapide dans ce qui a trait aux Ukrainiens qui sont arrivés, mais on ne voit pas cette même réponse dans d'autres crises. I think it's your new mandate at the new management. Merci beaucoup pour la question.
Comme je disais, ce sont des décisions qui sont prises par tout le gouvernement. En fait, c'est une approche globale du gouvernement et ce n'est pas seulement l'immigration qui prend la décision. Donc, en répondant à ces crises internationales, il y a souvent des similitudes. Les gens fuient la persécution, mais les réponses peuvent différer. On a regardé comment le Canada pouvait mieux aider en émettant des permis de travail temporaires, en regardant aussi les pays qui sont tout près. Est-ce qu'ils offrent des refuges temporaires sécuritaires? Est-ce qu'ils peuvent offrir aussi des solutions durables à long terme? Donc, et on travaille aussi avec nos partenaires internationaux et on considère ce qu'ils font pour soutenir les populations. Donc, ce sont toutes ces considérations qui sont prises en compte et comment le Canada soutient, qu'est-ce que ça veut dire pour les provinces et territoires, pour les services d'établissement et aussi les fournisseurs de services au niveau de l'établissement. Et comme je l'ai mentionné, nous sommes absolument conscients qu'il y a des préoccupations sur l'équité ou l'inéquité des réactions du gouvernement. Et c'est exactement pour cette raison que les recommandations qui sortent de la révision stratégique étaient de faire ce travail, de prendre un pas de recul, regarder ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait pour la Syrie, l'Afghanistan, l'Ukraine, et voir quelles sont les leçons apprises et comment nous pouvons maintenant prendre des décisions de manière plus transparente et basée sur des données probantes et nous assurer que nous abordons la question de l'équité en concevant ces réactions, ces réponses. Et comme je le disais aussi dans mes commentaires, il y a toujours cette couche, ce niveau de géopolitique et de diplomatie internationale qui entre en ligne de compte. Je dois absolument souligner cela. Je veux vous assurer et vous rassurer que nous prenons tout cela très au sérieux et nous allons revenir et nous allons retravailler cette réponse, ce cadre de réponse au niveau des crises. Vous avez mentionné, Sonia, que les étudiants internationaux viennent à votre bureau lorsqu'ils ont besoin d'aide, mais ils viennent aussi voir les organisations d'établissement. Et pourquoi il n'y a pas une meilleure coordination entre les écoles et les organisations communautaires? Je pense qu'il pourrait y avoir une meilleure coordination, mais nous sommes tous très occupés. Donc, c'est difficile de se rencontrer, de faire des stratégies. Il y a 5000 étudiants, donc tout le monde ne vient pas me voir à mon bureau ou vont pas nécessairement voir des agences d'établissement. En fait, il y en a qui vont voir absolument personne. Mais bien sûr, il pourrait y avoir plus de collaboration entre les différentes organisations. J'allais dire... Du point de vue du praticien, je peux vous dire qu'on veut qu'il y ait plus de données transparentes, peu importe les critères d'opérationnalisation, ce qui est vraiment important, ce qu'on mesure. Il faut voir où nous allons chercher les données, où nous cachons les données, quelles données nous cachons, pourquoi il y a certaines données qui sont dissimulées. Beaucoup des données que j'ai dû obtenir, que j'ai pu obtenir, j'ai dû retourner voir des gens à l'IRCC aussi. J'ai pas toujours les bonnes explications. Lorsqu'on parle de décisions qui sont prises basées sur les données, je sais que parfois on peut tirer parti des données. Il y a des conséquences. Mais on ne peut pas toujours se cacher derrière le fait qu'on prend les données, les décisions sont basées sur des données. Ça, c'est plus un commentaire, je pense, qu'une question. Pourquoi des processus semblables n'ont pas été utilisés à la même échelle pour les Ukrainiens, pour des pays qui ne sont pas chrétiens ou blancs? Il y a clairement une disparité. Une autre question ici sur les données.
pour les demandeurs d'asile. Je ne sais pas, Tara, si vous vouliez répondre, si vous avez quelque chose à dire à cet égard. Oui, peut-être que je peux prendre cette question. Comment sont calculées les données des demandeurs d'asile qui arrivent? Non. Non. I'm sorry, I can take that question. Je pense que je peux reprendre cette question. Je n'ai pas nécessairement de réponse. Sonia, vous avez mentionné que les coûts d'établissement doivent venir de l'université elle-même. Oui, les universités facturent 3 fois le prix pour les frais de scolarité aux étudiants internationaux que pour les étudiants locaux. Donc, où va cet argent? Je pense que la perception est qu'il y a de l'argent supplémentaire, mais il n'y en a pas, en fait, parce que les gouvernements coupent dans le financement universitaire. Donc, les frais de scolarité compensent, en fait, les coupes qui sont faites par les gouvernements. C'est le problème principal, en fait. Another question for Uttara. The number of Ukrainians admitted in Une autre question pour Uttara. Le nombre d'Ukrainiens qui sont admis en 2 ans est incroyable comparativement à la réponse humanitaire pour la Syrie et l'Afghanistan. L'IRCC a aussi fait une collecte de données robuste pour les Ukrainiens. Qu'est-ce qu'on fait avec cette réponse qui humanitaire et inéquitable? Nous reconnaissons cela et nous allons aussi tirer des leçons de cela, prendre un recul et développer un cadre de réponse qui souhaite aborder ces questions d'inéquité. Donc, par exemple, est-ce que c'est mieux d'aller avec du temporaire, du permanent? Quand on regarde les entrées, quand on met un maximum pour les entrées, on obtient aussi des questions, des préoccupations. Donc, il y a vraiment un besoin d'équilibrer toutes ces considérations. D'accord, je crois que nous allons arrêter ici la période de questions. Pour les présentations, je pense que ça a été très bonne écoute et très bien que tout le monde concentré malgré la fin de la journée. Alors un gros merci à tout le monde, un gros merci aux organisateurs et on vous souhaite un bon retour à la maison.